Avant de commencer, un petit avertissement. Le contenu qu'on va aborder est présenté à des fins éducatives uniquement et, bien sûr, ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. Pour toute question de santé, il est vraiment essentiel de consulter un professionnel qualifié. Et si la difficulté à perdre du poids, ce fameux mur qu'on se prend après quelques semaines, si ce n'était pas du tout un manque de volonté, mais une réaction de survie, une réaction programmée dans notre corps depuis des millénaires. C'est une question qui change complètement la perspective, en effet. On connaît toute cette lutte, cet effort constant, et à un moment, le corps semble se rebeller. Il dit « stop, ça suffit Exactement. Il se met à lutter contre chaque gramme perdu avec une force assez déconcertante. La vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi cette résistance? » C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On va explorer ce phénomène que les documents analysés appellent la fatigue de régime. Hmm. À la fin de notre discussion, on aura une bien meilleure compréhension de ce mécanisme de défense, on saura comment reconnaître les signaux et surtout pourquoi une pause Oui. est parfois la stratégie la plus intelligente pour avancer. Alors, pour y voir clair, on va procéder en 3 temps. D'abord, on va définir ce qu'est précisément cette fatigue et pourquoi elle se déclenche. C'est le pourquoi biologique. D'accord. Ensuite, on passera en revue les signes très concrets, physiques et mentaux, de vrais signaux d'alarme. Et enfin, on explorera la seule approche suggérée pour la surmonter. Une approche qui, on va le voir, va un peu à l'encontre de l'idée qu'il faut toujours pousser plus fort. Cette fatigue de régime, qu'est-ce que c'est au-delà de la simple lassitude? Alors, ce n'est pas juste être un peu fatigué après le sport, non. C'est bien plus profond. Il faut l'imaginer comme un état d'alerte général du corps. C'est un ensemble de réponses physiologiques et psychologiques où le corps et le cerveau luttent activement contre la perte de poids. Ah oui, ce n'est pas juste dans la tête. Non, c'est un processus biologique bien réel. Et comprendre ça, c'est crucial. Parce que ça sort le débat du champ de la culpabilité, de la discipline, pour le ramener sur le terrain de la biologie. D'accord. Un des points qui ressort, c'est que ce n'est pas un bug de notre système, mais plutôt une fonctionnalité, une très ancienne fonctionnalité. C'est exactement ça, un mécanisme de défense ancestrale. Notre corps, dans son fonctionnement de base, n'a pas beaucoup changé depuis des milliers d'années. Une époque où la nourriture était rare, j'imagine. Rare et imprévisible. Donc pour lui, une perte de graisse rapide et prolongée, ce n'est pas un objectif esthétique. C'est interprété comme le début d'une famine, une menace directe pour la survie. Attendez, ça veut dire que mon corps ne fait pas la différence entre un régime pour l'été et une vraie pénurie de nourriture. Pour le système de survie qui gère nos fonctions de base, la distinction est, disons, floue. La conséquence de cette perception de danger, c'est une réaction en chaîne. Le corps active des mécanismes hormonaux, neurologiques, extrêmement puissants dont le but est de nous pousser à faire 2 choses. Lesquels? Manger le plus possible et bouger le moins possible. Je dois avouer que, vu de l'extérieur, ça ressemble à la définition de la paresse ou du manque de volonté. C'est une excellente remarque, car c'est au cœur du problème. La preuve, elle est dans les changements hormonaux qu'on peut mesurer. Les hormones qui régulent la faim, comme la gréline, grimpent en flèche. Celles de la satiété, comme la leptine, chutent. Le cerveau, lui, il augmente la sensibilité à la récompense de la nourriture. Ce qui rend le chocolat encore plus irrésistible. Voilà, exactement. Et en parallèle, le métabolisme de base ralentit pour économiser chaque calorie. Donc le corps ne nous sabote pas, il essaie de nous sauver la vie. Avec les outils qu'il a toujours connus, oui. Son objectif, c'est de restaurer ce qu'il considère comme une sécurité énergétique. On pourrait presque l'imaginer comme une sorte de thermostat de sécurité pour nos réserves énergie. C'est une très bonne analogie. Quand les réserves baissent trop vite ou qu'elles atteignent un seuil critique, une alarme interne se déclenche. Et tout le système passe en mode urgence. La faim devient obsédante et on a juste envie de rester sur le canapé. C'est ça. Une stratégie de survie incroyablement efficace, mais totalement inadaptée à notre environnement moderne. D'accord, l'analogie de l'alarme est très claire. Mais une alarme, ça sonne concrètement. Comment savoir si cette alarme est en train de sonner chez soi? C'est là que ça devient très pratique. Le corps n'envoie pas des signaux subtils. Il envoie des fusées de détresse. Et les documents qu'on a parcourus listent ces signaux de manière très précise. Ce ne sont pas des impressions vagues, ce sont des indicateurs objectifs. Et j'imagine que l'erreur la plus commune, c'est de les ignorer. De se dire, allez, serre les dents, ça va passer. Précisément. Alors que la condition pour repartir sur une phase de perte de poids saine est sans équivoque. Ces signaux doivent avoir totalement disparu. Totalement. Les documents insistent sur le concept de zéro fatigue détectable.
Ce n'est pas un peu moins de fatigue, c'est une absence totale de ces signaux. C'est seulement là que le corps est prêt à collaborer à nouveau. Alors, voyons cette fameuse liste. Commençons par les signes physiques. Le premier, la faim. Mais on ne parle pas de la petite faim de 11 heures, j'imagine. Non, on parle d'une faim inhabituelle, démesurée, qui semble ne jamais être satisfaite, même après un repas. Une sensation qui occupe l'esprit en permanence. D'accord. Viennent ensuite les fringales, les fameux cravings. Des envies soudaines, intenses, presque irrépressibles pour des aliments très spécifiques. Et comme par hasard, rarement pour des brocolis. Exactement. Le corps cherche le retour sur investissement énergétique le plus rapide possible. Logique. Un autre signe majeur, c'est la baisse d'énergie prolongée, une léthargie constante. La moindre tâche quotidienne semble une montagne. Et l'envie de faire du sport qui disparaît complètement. Voilà, on a aussi les troubles du sommeil, difficulté à s'endormir, réveil nocturne, et enfin les sautes d'humeur, l'irritabilité, la sensibilité. On devient plus réactive, moins patiente. D'accord, la liste physique est déjà très parlante. Oui, mais l'analyse met en lumière un point peut-être encore plus important, car il est plus subtil. C'est un signe psychologique. Lequel? L'attitude mentale face au régime lui-même. Les textes utilisent le mot anglais dread. On pourrait traduire par une sorte d'appréhension profonde, de crainte. Dreads. C'est un mot fort, oui. Ce n'est pas juste je ne suis pas très motivée aujourd'hui. Non, c'est plus viscéral. L'exemple donné est très parlant. Si on se surprend à penser «Oh là là, ça va être tellement dur, je ne suis pas sûr de pouvoir tenir», ce n'est pas anodin. C'est un mauvais pressentiment, en quelque sorte. C'est ça. C'est le cerveau qui signale que les ressources mentales et physiques pour gérer le stress d'une restriction sont à sec. Ça me fait penser à la préparation d'un examen. Après des semaines, l'idée même d'ouvrir un livre de plus provoque une sorte d'angoisse. C'est un peu ça? C'est exactement ça. Et pour bien comprendre ce que signifie être récupéré, il faut regarder le contraste. Il ne s'agit pas juste d'être motivé. Il s'agit de se sentir sentant. Et c'est une expression qui revient 100% prête et confiante. Sans cette ombre d'appréhension. Voilà. C'est le signal que le système nerveux ne se sent plus en état d'alerte. Tant que cette confiance sereine n'est pas revenue, l'alarme est toujours active, même si elle est silencieuse. D'accord, le tableau est très clair. D'un côté, la faim, l'épuisement, l'irritabilité, et de l'autre, cette angoisse à l'idée de continuer. On se sent coincé. Hmm. Alors que faire? J'imagine que la réponse n'est pas de redoubler d'efforts. C'est même tout le contraire. Tenter de pousser à travers quand tous ces signaux sont au rouge, c'est comme essayer d'accélérer alors que le moteur de la voiture surchauffe. On risque la panne totale. Voilà, la seule stratégie pour, comme le disent les textes, nettoyer l'ardoise est radicalement différente. Et j'imagine contre-intuitive. Parce que l'instinct, ce serait de se dire, je suis faible, il faut que je sois plus dur avec moi-même. Totalement contre-intuitif, oui. La seule façon d'éteindre l'alarme, c'est de cesser de provoquer ce qui la déclenche. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Et ça passe par quoi concrètement? Ça passe parce que les sources appellent une phase de maintenance. Une phase de maintenance, donc une pause. Mais pour beaucoup, faire une pause, c'est un peu synonyme d'échec ou d'abandon, non? C'est toute la subtilité. Il ne s'agit pas de tout laisser tomber. C'est une décision active, une décision stratégique d'arrêter de chercher à perdre du poids. L'objectif change. On ne vise plus la baisse du chiffre sur la balance, mais la stabilisation et la récupération. Et le but de cette pause, c'est quoi exactement? Le but est très précis. Permettre au corps de nettoyer l'ardoise hormonale. Nettoyer l'ardoise hormonale? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie donner au corps le temps et les ressources, c'est-à-dire assez d'énergie, pour comprendre que la famine est terminée. Il faut lui prouver, jour après jour, que l'environnement est à nouveau sûr. D'accord, il faut le rassurer en fait. Exactement. C'est seulement à cette condition qu'il va progressivement désactiver ses mécanismes de défense. Les hormones de la faim vont se calmer, le métabolisme va cesser de tourner au ralenti. Et le système nerveux va sortir de son état d'alerte. Voilà. Et la durée de cette pause, on en sait quelque chose? On parle de quelques jours, de semaines? C'est un point clé. Les documents insistent sur une durée suffisamment longue. Ce n'est pas un chiffre précis, parce que c'est individuel. L'indicateur de succès n'est pas sur le calendrier, il est dans le corps. La phase est terminée quand tous les signes de fatigue, physique et psychologique, ont complètement disparu. La faim est redevenue normale, l'énergie est revenue. Le sommeil est bon, et surtout, Mhm. le fameux dread, l'appréhension, a laissé place à cette confiance à 100%. C'est là que la boucle est bouclée, quand on peut envisager de reprendre un régime non plus avec un soupir d'angoisse, mais avec une énergie sereine.
C'est le signe que le corps est de nouveau prêt à collaborer. Il ne se sent plus en guerre. C'est un changement de paradigme complet. On passe de la lutte contre son corps à l'écoute et la collaboration avec lui. Pour rendre tout ça très concret, comment on pourrait appliquer ces idées? On peut le voir comme une approche en 3 temps. D'abord, l'auto-évaluation honnête. D'accord. Prendre un moment sans jugement et passer en revue la liste. Comment est ma faim en ce moment? Mon niveau d'énergie? Et surtout, comment je me sens à l'idée de continuer? Est-ce que je ressens cette appréhension? Ça, c'est le diagnostic. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, si les signaux sont au rouge, la deuxième étape, ce serait de changer sa vision de la pause. Exactement. Il faut recadrer l'idée. Ce n'est pas un échec, c'est une étape stratégique, une étape nécessaire. C'est l'équivalent pour un athlète d'une semaine de récupération active. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'entraînement intelligent. Et la troisième étape, pendant cette pause, c'est de changer complètement d'objectif. Oui, le but n'est plus la perte de poids. Le but devient la restauration. La question n'est plus comment perdre 500 grammes, mais comment améliorer mon sommeil, comment retrouver de l'énergie, Le succès se mesure en bien-être. en bien-être et en disparition des signaux d'alarme, pas en kilos. Il y a un obstacle majeur à tout ça, j'imagine. La frustration. L'idée de mettre son objectif en pause peut être très difficile à accepter. C'est une réaction tout à fait normale, oui, mais il faut se souvenir que s'acharner contre une fatigue de régime bien installée, c'est la voie la plus sûre vers l'épuisement. L'abandon et la reprise de poids. Et une reprise de poids souvent supérieure. Dans ce contexte, la pause n'est pas une perte de temps. C'est un investissement pour la réussite à long terme. C'est reculer pour mieux sauter. En résumé, on a commencé par se demander pourquoi le corps résistait si férocement. Et la réponse, c'est que c'est un mécanisme de survie intelligent, pas une faille de notre part. Absolument. Si on devait distiller l'essentiel, on pourrait retenir 3 idées. Premièrement, la fatigue de régime est une réponse biologique normale. C'est un signal d'alarme, pas un signe d'échec. D'accord. Deuxièmement, cette alarme a des symptômes très clairs, physiques, comme la faim et la léthargie, et surtout psychologiques, avec cette fameuse appréhension comme indicateur clé. Et troisièmement, la seule façon d'éteindre cette alarme, ce n'est pas de l'ignorer, mais d'en supprimer la cause, grâce à cette phase de maintenance stratégique. Une pause suffisamment longue pour que le corps se sente à nouveau en sécurité. Voilà. La prochaine fois que l'on se sent bloqué ou que l'on voit quelqu'un en difficulté, peut-être que la question à se poser n'est pas manques-tu de volonté, mais plutôt. Ton corps se sent-il en sécurité? Ça change tout. Et ça nous laisse avec une pensée pour conclure. Et si la clé pour atteindre nos objectifs les plus difficiles n'était pas de toujours pousser plus fort, mais de développer la sagesse de savoir précisément quand s'arrêter, pour mieux repartir